c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des processus qui sont des processus où finalement, on cinquiémiser de plus en plus. Le fait de faire des primaires qui, avant des élections présidentielles, sélectionnent, poussent donc finalement à cliver et à cliver à l'intérieur des mêmes familles politiques, donc à resserrer un peu plus le choix, et non pas à l'élargir dans les faits, puisque celui qui sort de chaque primaire ne représente finalement aujourd'hui, ce que disent certains, qu'une fraction de la famille politique, et donc arrive plus faible là où on voulait lui donner une légitimité démocratique. Ça pourrait être ça, une interprétation. Moi je pense que quand on gagne, ça, je vais dire ça, dans ma situation, on peut dire ça donne plus de force. Mais dans l'absolu, la logique de ces primaires qui précèdent une élection présidentielle, c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec des candidats dont on peut interroger la légitimité, puisqu'ils ne représentent finalement qu'une fraction de la famille politique, du champ qu'ils sont censés représenter. Du coup, on leur demande un effort assez légitime derrière, qui est de savoir comment rassembler. Mais c'est effectivement pas très simple, puisqu'on a posé, et ça c'est à mon sens aussi important, les termes de clivage politique assez lourds, et qu'on existait, pour ce qui est de ma famille politique depuis longtemps, qui dans les faits avait été tranché. J'entends toujours ces commentaires de sottise absolue qui disent à quand le bas de Godesberg de la social-démocratie française? Mais il a été fait depuis des dizaines d'années. Sinon, on n'aurait pas gouverné de cette manière-là. Je parle des choses, avec les choix politiques qui ont été faits sur les questions monétaires, sur les questions budgétaires, bref. Mais donc, ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, si on fait de la 5e République de côté, si on pense demain de quelle manière nous travaillerons, parce qu'il va falloir aller au terme, en tout cas de cette élection, pour pouvoir la changer, cette République, c'est comment est-ce qu'on construit ensuite des démarches, qui soient des démarches qui posent les termes qu'on essaye de faire ici, vous avez commencé depuis longtemps, de convergence et de désaccord sur le fond, d'abord sur les éléments de diagnostic. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui dans le débat, au-delà du fait qu'on sélectionne des candidats, c'est qu'il est apparu, par exemple, dans la primaire à laquelle j'ai participé, qu'il y a un désaccord de diagnostic important sur la question du travail et sur la question de la croissance, qui existait déjà dans la gauche auparavant, mais qui ne s'était pas invité au cœur de la social-démocratie, on va dire, française, et qui maintenant s'y invite de telle manière qu'on peut dire que fondamentalement aujourd'hui, la bascule est en train de se faire, je crois, dans la gauche, en faveur de ceux qui disent il est raisonnable aujourd'hui d'en finir avec le tout pour la croissance, pas le contraire, parce qu'avant c'était il n'est pas raisonnable de vouloir remettre en cause la croissance. Maintenant, il est raisonnable de remettre en cause la croissance telle que, aujourd'hui, du PIB, j'entends, telle qu'elle est voulue, recherchée, telle qu'elle obsède la plupart des dirigeants politiques, première chose. Et sur la question du travail, là le débat il est peut-être aussi entre nous, alors je pense que sur la croissance, globalement il devrait nous rapprocher. Sur le travail, c'est aujourd'hui, estime-t-on que l'on va vers une transformation, c'est certain, mais une raréfaction du travail? Et si oui, quelles conséquences en tire-t-on en termes de répartition du travail, de partage du travail? Comment organise-t-on la société du travail, la société hors travail? Tout ce qui nous amène à réinvestir la question du temps libéré, du temps libre, de l'accès aux biens, aux services culturels, bon bref, de l'éducation, de la formation. Il y a là un champ qui est, du point de vue des politiques publiques, a été quand même, il n'était pas vide, mais il manquait d'un projet politique, en tout cas d'une volonté de lui donner une cohérence. Et sur ces questions-là, on voit bien que le rapport au travail, on a encore des débats qui sont des débats assez lourds. Donc moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de partir, de poser ces diagnostics, puisque si nous n'avons pas la même vision de ce qui se passe, évidemment les conséquences qu'on en tire en termes de choix politiques ne sont pas du tout de la même nature. Et il me semble aujourd'hui qu'il y a une forme de régénération du clivage politique entre sans doute la droite et la gauche, mais au sein de chacune des familles, à partir de ces éléments de diagnostic lourds, qui nous invite aussi à repenser les questions démocratiques derrière. Bon, moi, là, je ne sais pas si c'est une affaire d'institution et fondamentalement, moi je suis assez embarrassé quand on arrive à la fin à se demander si comment ce qu'on fait d'une chambre et d'une autre,
de quelle manière, finalement, est-ce qu'on fait on en reste à des mesures techniques, quoi. Je ne pense pas que ce soit que de la technique ou de l'ingénierie institutionnelle. Je pense aujourd'hui qu'il faut s'intéresser à la manière dont les citoyens se réapproprient les décisions qui les concernent. C'est la fameuse phrase d'Habermas sur il y a un problème de légitimité démocratique quand le cercle de ceux qui décident ne recouvre pas le cercle de ceux qui subissent la décision. Et pour commencer, ça va par exemple sur est-ce que je peux, à l'échelle de mon territoire, demain imaginer une solution alternative en matière d'énergie, et comment demain je suis associé à la gouvernance de, ce nouvel objet qui va assurer la souveraineté énergétique d'un territoire. Comment est-ce que la démocratie fait irruption dans l'atelier là où elle en a été durablement exclue pendant un siècle et où, quels que soient les efforts qui ont été faits en matière de démocratie sociale, nous ne sommes pas parvenus, dans les faits, par l'action collective, la négociation collective, à obtenir que le rapport de force entre le capital et le travail soit satisfaisant. Il s'est même considérablement dégradé en faveur du capital et en défaveur donc, du travail. Donc ces questions-là sont à mon avis des questions centrales, d'où moi je vais faire une réponse qui va vous paraître peut-être un peu à côté du sujet, mais qui est pour moi le cœur du sujet. Moi je considère que, j'ai Claude en face de moi, mais que le champ ouvert par l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire de la manière dont aujourd'hui on considère qu'une entreprise qui est vouée à la création de richesses, ne doit pas être qu'économique, mais à produire du lien aussi, comment celle-ci fait l'objet d'une véritable ambition en matière de démocratie, de mobilisation de toutes les parties prenantes, ceux qui subissent les conséquences de la production comme ceux qui sont producteurs et travailleurs. Cette question-là est une question absolument centrale dans le débat politique pour les années à venir. Parce que ma conviction, c'est que si on veut un modèle de développement plus tempérant, on ne peut pas se désintéresser des unités, des cellules de l'économie que sont les entreprises. Et donc l'ambition que l'on doit avoir sur la manière dont s'organise la gouvernance, la non-lucrativité si possible de ces entreprises-là, est déterminante si on vise un objectif qui est un objectif qui tend à changer nos modèles de développement, nos modes de production comme nos modes de consommation. Ça me paraît être une question, si peut-être pas la plus fondamentale, mais presque. Alors ça suppose après beaucoup d'ingénierie institutionnelle, on pourra en faire dans la cofabrication de la loi, la manière dont on permet aux citoyens, au-delà des enquêtes publiques qui ne sont que des formalités administratives, de se réapproprier des décisions pour tout ce qui est grands travaux qui les concernent, aménagement du territoire, infrastructure, etc. etc. Mais je crois que cette question de la démocratie dans l'ordre économique est une question absolument fondamentale.